Bonjour et bienvenue dans un exercice de référence sur l'électrocinétique, plus particulièrement sur les théorèmes généraux. À travers un exemple simple, je vais vous expliquer et montrer quelle est la différence entre les 5 théorèmes qui sont les lois de Kirchhoff, théorème de Thevenin, théorème de Norton, théorème de Millman et théorème de superposition. Donc on va voir l'avantage de chaque méthode à travers un exemple très pédagogique, très simple. Mais avant de continuer la lecture de cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés, et appuyez sur le pouce bleu. Voilà. Donc voilà le circuit que j'ai choisi pour expliquer ces 5 théorèmes. Bon, c'est un exercice que j'ai déjà traité, mais que je vais revoir en le complétant avec d'autres théorèmes. Donc c'est un exercice qui contient 2 générateurs de force électromotrice 2 volts et 70 volts, 3 résistances, une résistance R1 de 20 ohms, R2 de 5, R3 de 10. Question, quel est le courant qui circule dans la résistance R3 en utilisant les 5 méthodes? Bien. Je vais commencer par la méthode la plus simple, s'il est possible de l'appliquer, c'est ce qu'on appelle le théorème de Millman. Donc, si vous avez, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Donc, je vais d'abord le rappeler avant de l'appliquer. Dans un cas relativement général, supposez vous avez ce circuit suivant qui contient des générateurs de courant, des générateurs de tension et des résistances. Et vous avez N branches qui sont branchées en parallèle. Eh bien, Millman, on peut le montrer facilement en utilisant la loi des nœuds, montre ou bien vous dit que la tension aux bornes de ces branches est égale à E1 sur R1 plus cette branche-là, vous avez un générateur et une résistance, donc E2 sur R2. Ici, il n'y a pas de générateur, donc on peut dire plus 0 sur R3 pour être général. Ici, vous avez un générateur de courant, donc je vais mettre plus I, le courant fourni par ce générateur. Ensuite, il faut faire 1 sur toutes les résistances, 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Voilà ce que nous dit le théorème de Millman. Donc, cette méthode permet de calculer facilement la tension aux bornes de ces dipôles. Après, vous allez déterminer le courant qui circule dans chaque branche. Par exemple, dans la résistance R3, vous avez ce courant-là. Vous avez U est égal à quoi? Cette tension, courant est égal à moins R3 fois I3. Donc, je peux déterminer I3. Et la même chose, cette tension U est égale à aussi à, vous avez E2, et puis le courant est dans le même sens, donc avec un signe moins R2 fois I2. Donc je peux déterminer I3, je peux déterminer I2, je peux déterminer I1. Essayons donc d'appliquer cette méthode-là au circuit étudié. Donc voilà, j'ai 3 branches qui sont parallèles. Donc je vais introduire cette tension-là que je vais calculer par la méthode de Millman. Eh bien, cette tension que j'appelle V, ou U, comme vous voulez, donc d'après Millman, cette tension est égale à quoi? Est égale à E1 sur R1, plus E2 sur R2, je n'ai pas de générateur de courant, plus 0 sur R3, donc je vais dire plus 0, divisé par 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Voilà. Puis je remplace chaque terme par sa valeur, donc 20 sur 2, plus E2 c'est 70 sur 5, divisé par 1 demi, plus 1 cinquième, plus 1 dixième. Bon, petit calcul, 20 sur 2 c'est 10, 10 plus, donc 10 plus 14 ça fait 24, donc 24 divisé par 0,5 plus 0,2, ça fait 0,7 plus 0,1 divisé par 0,8. Donc ça fait 24 sur 8, 10 moins 1. 24 sur 8, c'est 3. 10 moins 1, c'est 30. Donc V égale à 30 volts. Voilà la tension. Et donc, pour déterminer le courant qui circule dans la résistance R3, vous voyez bien, tout simplement, cette tension V n'est autre que E. Voilà, l'écrire de notre couleur. Et V, c'est égal à quoi? Ici, la flèche est dans le sens opposé de courant, donc est égal à R3 fois I. Donc I est égal à V sur R3.
R3 égale à 10, 30 sur 10, c'est 3 ampères. Vous voyez, c'est la méthode la plus rapide et la plus simple pour déterminer le courant qui circule dans la résistance R3 en utilisant 1000 mA. J'espère que c'est clair cette méthode. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez des sources de courant, n'oubliez pas d'ajouter le courant ici. Voilà. Bien. Ça, c'est pour la méthode 1000 mA. Maintenant, on connaît la valeur, donc on va essayer de le retrouver par les 4 autres théorèmes. Je commence par la loi de Kirchhoff. C'est là où vous vous perturbez un petit peu avec les signes. Je vais éclaircir tout ça. C'est quoi les lois de Kirchhoff? Il y en a deux. Il y a la loi des nœuds, la loi des mailles. On vous donne un réseau qui contient plusieurs mailles. Donc, pour appliquer les lois de Kirchhoff, la première chose, c'est d'indiquer dans chaque branche associée un courant. Bien sûr, l'orientation, c'est arbitraire. C'est à vous de choisir les sens que vous voulez. Je vais, par exemple, dans cette branche-là, je vais noter un courant I1. Bon, d'abord, voilà les nœuds. Combien dans ce circuit-là, j'ai deux nœuds. J'ai N1, N2. Une branche, c'est la partie qui sépare deux nœuds. Donc, j'ai une branche, une deuxième branche et une troisième branche. Donc, ce circuit contient 3 branches. Dans chaque branche, il faut insérer un courant I1 arbitraire. Donc, je vais mettre un courant I1, un courant I2 et le courant I que je cherche dans la branche I3. Voilà la loi des nœuds. Donc, voilà la première chose. Ensuite, il faut introduire un sens arbitraire. Et je vais indiquer 2 sens aléatoires pour vous montrer pourquoi c'est arbitraire. Bon, imaginons, je vais prendre sens arbitraire dans cette maille, c'est celui-là, et je vais choisir le même sens dans l'autre maille, c'est celui-là. Et donc, écrire loi des mailles et loi des nœuds. Bon, pour la loi des nœuds, c'est très simple. Vous prenez un nœud, le résultat que vous allez trouver ici, c'est le même que vous allez trouver là. Donc, loi des nœuds, tous les courants qui arrivent est égal à la somme des courants qui sortent. Voilà le nœud N. Quels sont les courants qui arrivent au nœud N? Vous avez I1, I2, il arrive. Donc I1 plus I2, ce qui arrive est égal à ce qui sort, est égal à I. Donc voilà la loi des nœuds. La loi des mailles. Avant d'appliquer la loi des mailles ici, je vais essayer de l'appliquer dans un cas. Je vous montre les deux méthodes pour appliquer la loi des mailles. Dans un exemple, voilà, j'ai une maille où j'ai un générateur E1, une résistance R1, un générateur E2, une résistance R2, une résistance R3. Dans chaque branche, je vais introduire des courants I1. Ici, j'ai introduit un courant I2. Ici, je vais introduire un courant I3. Vous avez deux façons d'appliquer la loi des mailles. Soit vous déterminez la tension dans chaque branche, puis avec les flèches que vous voulez, hein, vous pouvez orienter la flèche dans ce sens ou dans l'autre sens. Donc, par exemple, le mieux, c'est d'orienter les flèches dans le même sens. J'ai U1, I2 et 3. Et qu'est-ce qu'il nous dit la loi des mailles? La somme des tensions dans une maille fermée est égale à 0. Et puis, vous exprimez correctement c'est quoi la tension au bord de chaque... C'est quoi la valeur de chaque tension. Par exemple, U1, c'est la tension au bord de ce générateur. Vous voyez bien que je sors par la borne positive, donc c'est plus E1. Là, la flèche est dans le même sens du courant, donc c'est moins R1 fois I1. C'est quoi la tension I2? C'est cette tension plus celle-là. Donc c'est E2, la même chose. Les deux flèches sont dans le même sens, convention générateur, donc moins R2 fois I2. Ici, la tension est dans le sens opposé au courant, convention récepteur, donc c'est plus R3 fois I3. Et puis, vous faites U1 plus I2 plus I3 égale à 0. Ça veut dire que E1 plus E2 est égal à R1 fois I1 plus R2 fois I2. U1 plus I2 plus I3 égale à 0. Pardon, pour ne pas faire d'erreur, allez, on va faire directement. Donc, je vais faire E1 plus E2. Donc, moins R1 moins R2 plus R3 égale à 0. Donc, est égal à R1 fois I1 plus R2 fois I2 moins R3 fois I3. Voilà ce que nous dit la loi des mailles, cette première méthode. Moi, souvent, je préfère une autre méthode, c'est d'introduire un sens de parcours de la maille arbitraire. Vous pouvez le choisir dans ce sens ou dans l'autre sens inverse. Et la loi des mailles, je peux l'écrire la sommation de epsilon i RI fois EI est égale à la sommation de epsilon i fois EI. Avec epsilon i soit plus 1 ou moins 1. Quand est-ce qu'on va mettre plus 1?
lorsque le courant circule dans la résistance dans le même sens que j'ai choisi, je vais mettre plus. Lorsque le courant circule dans le sens inverse, je vais mettre le signe moins. Et pour les générateurs, c'est le signe de la borne avec laquelle je sors du générateur. Et je vous montre ça. Bon, commençons par exemple ici. Donc voilà, vous voyez le sens de parcours. Donc il est dans le sens inverse au courant I1. Donc je vais mettre moins R1 fois I1. Donc voilà le sens de parcours que je choisis. Voilà le courant I1. Pour I2, vous voyez bien que les deux sens sont opposés. Donc je vais mettre moins R2 fois I2. Pour le sens R3, vous voyez bien que hop, il est dans le même sens. Donc c'est plus R3 fois I3. Donc il est égal à quoi? E1, avec le sens que j'ai choisi, je sors par la borne négative. Donc c'est moins E1. Ici, il n'y a pas de générateur. Là aussi, je sors par la borne négative. Donc moins E2. Et vous voyez bien que cette formule, en multipliant le tout par moins 1, c'est exactement la même. J'espère que c'est clair. Donc voilà la loi d'Imai. Vous introduisez un courant dans chaque branche, arbitraire, si ce n'est pas donné. Vous allez choisir un sens de parcours de la maille, c'est arbitraire aussi. Vous pouvez choisir le sens inverse, vous allez retrouver exactement la même équation. Soit vous introduisez dans chaque branche une flèche qui va indiquer la tension au bord de la branche et puis vous dites la somme des tensions égale à 0. Bien sûr, si par exemple j'ai orienté U3 dans ce sens-là, la loi d'Imai va s'écrire ici U1 plus U2 moins U3 égale à 0, parce qu'il est dans le sens opposé. Donc pour ne pas avoir ces problèmes-là, il vaut mieux orienter toutes les tensions dans le même sens. Comme ça, vous allez avoir U1 plus U2 plus U3 plus UN égale à 0. Ou bien, moi je préfère cette méthode-là, j'introduis un sens arbitraire, je connais le sens du courant dans chaque branche, et puis la sommation de RI fois EI est égale à la sommation de EI. Si le courant circule dans le sens que j'ai choisi, c'est avec un plus, un signe moins dans le sens inverse, et puis pour les générateurs, c'est le signe de la borne avec laquelle je sors suivant le sens du parcours de la maille. J'espère que c'est clair. Essayons de l'appliquer dans cet exemple. Bon, on vient de dire que la loi des mailles, la loi du nœud est 1 du courant qui arrive égale le courant qui sort. Maintenant, appliquons la loi des mailles. Et là aussi, c'est très important, de préférence, ne pas travailler avec les R1, E1, de travailler avec les valeurs numériques. Ici, vous avez 2, ici, vous avez 20, ici, vous avez 70, ici, vous avez 5, ici, vous avez 10. Donc, tout de suite, même dans les équations, et travailler avec les valeurs numériques, c'est plus simple. Donc, vous voyez bien que je commence par la sommation de epsilon I, RI. Donc, vous voyez bien que ce sens-là, il est dans le sens du courant I1. Donc, ça sera 2 fois I1. Ensuite, vous voyez bien que I2, il est dans le sens inverse à celui choisi. Donc, c'est moins. Donc, ça sera moins 5 fois I2. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Égal, ici, avec le sens que j'ai choisi pour 1, je sors par la borne positive. Donc, c'est plus. Donc, c'est 20. Ici, je sors par la borne négative avec le sens que j'ai choisi. Donc, je sors par la borne négative. Donc, c'est moins 70. Voilà la loi des mailles dans la première maille. Bien, dans la deuxième maille, la même chose. Je commence par exemple par R2. Vous voyez bien que le sens que j'ai choisi est dans le sens de I2 cette fois-ci. Donc, ça sera 5 fois I2. 5 fois I2. Là, vous voyez bien qu'il est dans le sens de I, donc plus 10 fois I. 10 fois I3, allez, on va l'appliquer I3, 10 fois I3 est égal à quoi? Je sors par la borne négative, positive pour le générateur E2, donc c'est 70. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, vous avez une équation, il suffit de remplacer I3 ici par I1 plus I2. Par exemple, ici, le mieux, c'est de simplifier tout de suite par 5. Donc, je vais avoir ici 2 fois I1. Donc, 2 fois I1 moins 5 fois I2 est égal à moins 50. Ici, je vais mettre 5 fois I2 plus 10 fois I3. Donc, je simplifie d'abord par 5. Ensuite, je remplace I1, I3 par I1 plus I2. Et je vais avoir I2 plus 2 fois I3 égale à 14.
Bon, équation simple qui va vous permettre de calculer I1 et I2. Donc, par exemple, je vais faire I2 ici, pardon, 2 fois I2, 2 fois I3 ici, 2 fois I3, pardon, je n'ai pas encore simplifié, 2 fois I3. Voilà, ensuite je remplace I3 par sa valeur, donc je vais avoir 3 fois I2, donc voilà, bon, équation très simple, 2 fois I1 plus moins 5 fois I2 est égal à moins 50, ici ça sera 2 fois I1, 2 fois I1, et 2 fois I2 plus I2, donc plus 3 fois I2 est égal à 14. Voilà, 3 fois I2 égale à 14. Ensuite, vous faites l'équation 1, l'équation 2, vous faites 2 moins 1. Donc 2I1 avec 2I1 va se simplifier. Donc 3 plus 5, ça sera 8. Donc 8, et ça va vous donner tout simplement facilement I2 égale à 8 ampères. Et I1 est égal à moins 5 ampères, ce qui implique que I3 est égal à 3 ampères. C'est exactement la valeur que nous avons trouvée tout à l'heure par la méthode de Millman. Donc l'essentiel, c'est pas ici la résolution, l'essentiel, c'est la méthode. D'accord? Donc c'est d'abord d'introduire un courant dans chaque branche, de choisir un sens de parcours arbitraire et puis d'appliquer la loi des mailles, soit sous cette forme, c'est à vous de choisir celle que vous avez bien compris, soit sous cette forme. Voilà ce qu'on appelle la loi des mailles. Bien. Maintenant, ça c'est déjà fait, la loi de Kirchhoff, théorème de superposition. Troisième méthode, c'est le théorème de superposition. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Je le rappelle aussi, il vous dit si dans un circuit, vous avez plusieurs générateurs, vous voulez déterminer le courant qui circule dans une branche, eh bien, le courant final, c'est la somme du courant créé dans cette branche une fois que dans chaque circuit, vous avez un seul générateur qui est branché. Ça veut dire quoi? Si j'ai un circuit qui contient n générateurs, je dois d'abord le partager en n circuits. Dans chaque circuit, je vais garder un seul générateur. Par exemple, ici, je vais garder uniquement le générateur E1 de 20 volts. Je vais supprimer le générateur E2. Donc, il va me rester ici 5 et ici 10 ohms. Ensuite, dans un deuxième circuit, je vais enlever E1 et je vais laisser E2. Donc, je vais avoir ici 2, 5, 70, 10. Et puisque j'ai deux générateurs, donc je vais avoir uniquement deux circuits. Et le courant qui circule dans la résistance R3, c'est la somme algébrique des courants créés par chaque circuit. Pourquoi algébrique? Imaginons que j'oriente ici mon courant dans ce sens-là, ce sera I1 moins I2. Donc le mieux, bien aussi, c'est d'orienter les courants toujours dans le même sens. Sinon, il faut tenir compte du signe. Une fois arrivé à cette étape, ça s'arrête le théorème de superposition là. Le reste, c'est à vous de calculer le courant I1 et I2, soit par les lois des mailles, soit par Millman, soit par Thevenin, soit par Norton, soit par diviseur de courant. C'est à vous de voir, hein, la méthode la plus simple. Mais le théorème de superposition, ça s'arrête là. Donc un circuit qui contient n générateurs, vous le partagez en n circuits et le courant total, c'est la somme des courants créés par chaque circuit. Bien, donc voilà mes deux circuits. Je dois calculer le courant I1 et I2. Bon, je vais juste calculer I1, c'est la même chose pour I2. Vous voyez bien ici, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le théorème de Millman. Je vais calculer cette tension-là. Donc cette tension, c'est très facile. C'est E1 qui est 2 sur 20, plus ici 0 sur 5, plus 0. Donc c'est tout simplement 2 sur 20. D'accord. Et sur 2 sur 20 divisé par 1 demi, plus 1 cinquième, plus 1 dixième. Voilà, c'est très simple. Ah, d'accord. Et là, donc ici vous avez 20, ici vous avez 5, ici vous avez 70, ici vous avez 10. La même chose, V1, je l'appelle V1. Ici j'appelle V2. V2 est égal à 70 sur 5 divisé par la même chose. Et ici c'est 2 et non pas 20, je crois que c'est 2. C'est 2, 20 c'est le générateur, hein. 20 c'est le générateur, oui 20 c'est le générateur, pardon.
Donc 20 c'est le générateur et la restante c'est 2. Donc c'est 20 sur 2. Non, c'est 20 sur 2. Donc là, 70 sur 5 divisé par 1 demi plus 1 cinquième plus 1 dixième. Voilà. Et puis, ça vous donne V2 égale, je vais calculer par exemple ici, ça va vous donner 17,5. Et puisque V est égal à 10 fois I2, donc I2 est égal à 0,175. Donc 0,175. Là, vous avez V1 est égal à... donc, de toute façon, V1, c'est 10 divisé par... Donc, ça va vous donner 10. 20 sur 2, c'est 10 divisé par... Allez, je fais le calcul à la main. J'espère que je ne me trompe pas. 0,8 ici. On a dit 0,8. C'est ça, 10 divisé par 0,8. Et ça vous donne... V1 égale à 10 divisé par 0,8. Voilà. Et qui est égal... donc cette tension qui est égale à 10 fois I, 10 fois I1. Donc voilà, donc I1 égale à 1 sur 0,8. Bien, ici, donc on a dit 17,5 divisé par 10, c'est 1,75 ampères, voilà. Et là, 10, je simplifie par 10, donc I1, c'est 1 sur 0,8, c'est 1,25 ampères. Et vous voyez bien que le courant total, 1,75 plus 1,25, c'est bien 3 ampères, le fameux courant que nous avons déjà calculé par Millman et par les lois de Kirchhoff. Donc on le retrouve par le théorème de superposition. Bon, toujours pour moi, ce n'est pas le calcul qui est important, c'est la méthode, d'accord? Superposition, vous superposez au circuit principal n circuits. Dans chaque circuit, vous gardez un seul générateur. Et le courant, c'est la somme créée par chaque générateur. Bien, on passe au théorème de Thevenin, fameux théorème de Thevenin très utilisé dans les concours et dans les exercices. Eh bien, dans le théorème de Thevenin, vous avez deux étapes. La première étape, c'est d'abord on supprime la branche O, on supprime la branche O, on nous demande de déterminer le courant. Donc on nous demande de déterminer le courant dans la branche AB. Bien sûr, s'il est supprimé, ce n'est pas la peine, vous allez passer cette étape. Mais si dans la branche AB, on vous demande de déterminer le courant, il y a des circuits, il y a des dipôles qui sont branchés, la première chose, c'est de le supprimer. Donc, je supprime la branche. Deuxième étape, petit b, je calcule de la tension du générateur de Thevenin. Qu'est-ce que c'est que la tension du générateur de Thevenin? C'est la différence de potentiel entre les branches A, B lorsque rien n'est branché entre les deux. Ça veut dire une fois que la branche est supprimée. Donc, c'est V1 moins VB. Et là, vous faites attention. Ici, c'est ouvert. Donc, il n'y a pas de courant. Donc, vous allez introduire maintenant, à partir de là aussi, vous appliquez soit Thevenin, soit loi de Kirchhoff, soit Millman, ce que vous voulez. Soit loi d'Emaille directement. Donc là, c'est la méthode. Une fois que vous avez supprimé la branche, vous allez définir ETH, c'est la différence de potentiel entre A et B. Ici, bien sûr, le point A, c'est le même que celui-là. Le point B, c'est le même que celui-là. Et donc, ETH, en fait, n'est autre que cette tension-là. Voilà, cette tension-là. Et vous voyez bien que ETH, donc là, j'ai besoin d'introduire un courant dans la maille. Donc, je vais introduire un courant I ici. Ici, bien sûr, c'est plus un nœud parce qu'il n'y a rien qui est branché. Donc, le même courant I va circuler dans la branche AB. Et donc, vous voyez bien que ETH est égal à cette tension-là plus celle-là. Donc, ça sera 70, là, plus, puisque le courant est dans le sens inverse, plus 5 fois I. Voilà. ETH, c'est 70 plus 5 fois I. Il me reste à déterminer I. J'applique la loi d'Emaille ici. Donc, je vais faire la loi d'Emaille. Donc, la même chose. 2 fois I plus 5 fois I, 7 fois I. 7 fois I est égal à 20. Je sors par la borne négative. Là, je sors par la borne négative. Donc, 20
Moins 20 est égal à 20, moins 50 est égal à moins 70, pardon. 20 moins 70 est égal à moins 50. J'ai anticipé. Donc, le courant I est égal à moins 50 sur 7 ampères. Voilà. Et donc, je calcule ETH, c'est 70 moins 5 fois 50 sur 7. Je vous laisse faire l'application numérique. Donc, ça vous donne 240 divisé par 7 volts. Je le laisse comme ça. Bien. Bien sûr, vous pouvez calculer ETH par Millman. Là aussi, c'est facile. Hein, par Millman, vous voyez bien que cette tension-là, V, qui est ETH tout simplement, est égal à quoi? Est égal à 2. Donc, je disais, vous pouvez calculer cette tension par Millman. Là aussi, c'est plus simple. Vous voyez bien que cette tension-là, c'est égal à E1 sur, donc E1 sur R1, c'est-à-dire 20 sur 2. Donc, vous voyez bien que c'est 20 sur 2. Donc, allez, on va dire 20 sur 2, c'est 10, plus 70. Allez, on va écrire 20 sur 2. Comme ça sera clair pour tout le monde. Donc, 20 sur 2, 20. Allez, hop, je vais refaire. Donc, voilà, 20 sur 2, plus 70 sur 5, divisé par 1 demi, plus 1 cinquième. Et vous voyez, même dénominateur, c'est 10. 5 fois 2, c'est 100, plus 140, c'est 140, sur 5 plus 2 sur 7. Et je retrouve 240 ici, pardon, parce que 100 plus 140, c'est 240. Voilà, par Millman, là aussi, c'est plus facile de déterminer cette tension qui est tout simplement ETH. Donc voilà pour ETH. Maintenant, RTH. Donc RTH, en plus de supprimer la branche, toujours qui est valable, maintenant, en court-circuit, on élimine les générateurs. On élimine les générateurs. Ça, c'est l'étape supplémentaire pour calculer RTH. Vous avez deux types de générateurs, un générateur de tension et un générateur de courant. Donc, éliminer un générateur de tension, c'est le supprimer, c'est le remplacer par un fil, c'est le court-circuité. Donc, éliminer un générateur de tension, c'est le remplacer par un fil. Si jamais vous avez un générateur de courant, il faut le remplacer par quoi? Par un circuit ouvert. Ah, par un circuit ouvert. Là, on le court-circuit. Et puis, je détermine la résistance équivalente entre la branche A et B. Et là, vous voyez facilement que la résistance équivalente, qui est RTH, c'est R2 en parallèle avec 2. Là, il faut faire très attention. Quelqu'un peut me dire, bon, E2, il est en série avec R5. Mais ce qu'on cherche, c'est la résistance entre ce point et ce point. Hein, entre ce point et ce point. Donc, vous voyez bien, entre ce point et ce point, les deux, ils sont en parallèle. Parce que si vous dites 2 est en série avec 5, vous avez éliminé le point A. Alors que je cherche, moi, la résistance entre A et B. Donc, ce sera directement 2 fois 5 sur 5 plus 2, c'est 7. Voilà, c'est bien 2 et 5. Voilà. Et puis, vous avez ETH, vous avez RTH. Donc, le courant qui circule, vous vous remettez la branche à la fin. Donc, il faut remettre la branche qu'on a enlevée, revenir à la branche qu'on a enlevée. Il contient une résistance. Bon, maintenant, je vais réécrire tout. Qu'est-ce qu'il vous dit là maintenant? Il vous dit que tout votre circuit, aussi compliqué soit-il, vous allez le remplacer par un seul générateur de TF1. Voilà la branche AB, de force électromotrice ETH et de résistance RTH. Après, à la fin, vous allez remettre la branche avec ce qu'il contient. S'il contient des générateurs, il faut les mettre. S'il contient des résistances, il faut les mettre. Il contient la résistance R3. Bon, je vais mettre directement les chiffres, 10 ohms. Et je cherche le courant I. Et vous voyez bien que I, c'est ETH sur 10 plus RTH. Vous remplacez ETH, RTH par sa valeur et vous allez trouver facilement votre fameux courant de 3 ampères. Et enfin, théorème de Norton, il ressemble beaucoup au théorème de Thévenin, sauf que la procédure, c'est pas du tout la même chose. Là, on calcule, donc qu'est-ce qu'il vous dit Norton? Il vous dit que tous ces générateurs vont être équivalents à un générateur de courant en parallèle avec une résistance Rn. Donc là,
courant IN de résistance RN. Comment calculer IN et RN? Eh bien, pour calculer IN, Norton vous dit, Thevenin, qu'est-ce qu'il nous dit? De supprimer la branche. Là, au contraire, il nous dit de court-circuiter la branche. Donc, on va mettre un fil dans la branche où on veut déterminer le courant. Et puis, le courant qui circule dans cette branche, c'est ce qu'on appelle le courant de Norton. Là aussi, à partir de cette étape, c'est à vous de choisir, d'utiliser soit la loi d'Émail, loi d'Ineux, ce que vous voulez. Bien, là aussi, vous voyez bien que j'ai court-circuité cette branche-là. Donc, pour calculer IN, je vais introduire ici un courant I1, ici un courant I2. Et vous voyez bien que IN est égal à I1 plus I2. Maintenant, vous voyez bien que cette tension-là, elle est nulle. Donc, V égale à 0, tension au bord d'un fil, qui est en même temps 70, cette tension plus celle-là, donc moins 5 fois I2, mais qui est en même temps aussi cette tension-là. 20 moins 2 fois I1. Donc voilà, vous pouvez déterminer I1 facilement, I2 facilement. Donc IN, c'est I1 sur I2, donc c'est 20 sur 2 plus 70 sur 5. Ça vous donne 24 ampères. Pour Rn, c'est exactement le même calcul que Thevenin, c'est R Thevenin. Et donc, vous allez réécrire cette fois-ci à la fin votre fameux circuit avec un générateur de Thevenin en parallèle avec la résistance de Thevenin. Donc là, vous avez un courant IN, vous avez Rn, et là, vous mettez la branche que nous avons supprimée, qui contient 10 ohms. Et puis, vous avez un courant un courant I qu'on cherche, pardon, courant I. Voilà. Et bien là, vous allez utiliser tout simplement, là, vous avez un courant IN. On peut utiliser les lois de diviseur de courant et pour vous dire tout simplement I, c'est égal à Rn fois le courant principal qui est IN divisé par la somme des résistances, Rn plus 10. Voilà. Donc ça me donne 10 sur 7 plus fois 24 plutôt, fois 24 divisé par 10 sur 7 plus 10 et ça va vous donner tout simplement notre fameux courant de 3 ampères. Donc voilà pour cette vidéo que j'espère vous allez bien apprécier parce que c'est pas mal de fois demandé ce type de vidéo là pour tous les élèves, que ce soit de BCG, de MIP, de PCSI, de l'ENSA. Donc c'est un exemple très simple mais qui a l'avantage de montrer la différence entre les 5 théorèmes généraux de l'électrocinétique. Comme d'habitude, n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, poser un like et partagez-la avec vos amis. Partagez, bon, c'est une chaîne qui n'est pas encore connue par pas mal d'entre vous. Donc essayez de la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.